A new concept in merchandising, the Underwater Boutique. Bonsoir à tous. Et bien surtout, vous ne changez rien, vous restez confortablement installés, le téléphone et le Minitel à portée de main pour commander les superbes téléclubs que nous vous proposons. C'est parti pour le téléachat. Et depuis quelques mois, cette technique révolutionnaire débarque en France. Bonjour Frédéric Wilhelm. Nous sommes ravis que vous puissiez nous recevoir aujourd'hui, en plus le jour de la Saint-Valentin. Donc nous sommes au cœur de Morgane. Bonjour Jérôme, effectivement vous êtes au cœur de Morgane, là. Vous êtes dans le showroom. Ça fait effectivement 3 ans que je travaille pour Morgane, bientôt 4 ans d'ailleurs, suite à la reprise du groupe de Morgane par le groupe Beaumanoir, leader du prêt-à-porter en France avec de multiples marques telles que Cache-Cache, Bonobo, Patrice Brial, Cottage, La City et Morgane. C'est un groupe breton qui a repris cette belle marque et ça fait à peu près 3 ans que l'on travaille sur le redressement de cette marque-là, car elle était dans une situation un peu difficile à l'heure de la reprise. À vrai dire, d'abord j'ai eu de la chance, c'est que j'ai intégré un groupe qui m'a déjà donné une position en comité de direction pour parler digital. Ça permettait d'ouvrir des portes et de pouvoir permettre que des projets se réalisent. Et je remercie le groupe sur l'écoute qu'il a eue à ce moment-là pour nous permettre de digitaliser globalement la société. Et ce 360 est devenu un véritable 360 digital, mais sur un peu tous les métiers de la société. Et donc l'e-business était le début, mais c'était le début surtout de la digitalisation de la société. Ça, c'est le véritable enjeu et ça a été le véritable challenge. C'est le bon moment, mais en même temps, une très bonne compréhension effectivement du groupe. Et alors, du coup, bon, vous avez mis quand même pas mal de choses en place. Vous allez peut-être nous en parler avec des best practices cross-canal. Ouais, j'espère. Donc, j'ai vu sur morgandetoi.com ou .fr, en tout cas, pas mal de choses déjà mises en place. Donc, l'état des stocks en temps réel, le fait de pouvoir réserver un produit pour après aller le chercher effectivement en magasin. Donc, dites-nous un tout petit peu toutes ces pistes, quels ont été déjà les premiers retours et l'incidence sur le trafic magasin. Alors, c'est vrai que c'est la stratégie cross-canal. Je suis effectivement en charge du multicanal qui est une réalité dans les différents modes et canaux de distribution. Et le cross-canal, c'est justement de faire effectivement circuler l'information entre ces canaux de distribution, mettant la consommatrice au centre de la problématique. C'est vrai que c'est excellent parce que ça nous permet de rendre à la nature on va dire le process de consommation classique, qui est qu'on touche un vêtement et finalement on dit OK pour un vêtement, on le paye, mais une fois qu'on a eu une expérience quand même physique avec le produit, et le cross-canal nous le permet, c'est-à-dire que ça rend logique l'acte d'achat, mais aussi ça répond à une véritable problématique économique aujourd'hui en France. Vous avez une véritable baisse de trafic sur les points de vente que l'on a ressenti l'année dernière, avec un marché déjà en décroissance à plus de 2%, mais avec un trafic globalement qui décroît, alors que sur les sites internet on est en croissance, et non seulement le chiffre d'affaires croît, mais le trafic est aussi est encore boosté, je dirais. Donc le cross-canal nous a permis aussi de travailler pour récupérer du trafic internet et une tendance de croissance, pour amener ce trafic-là en point de vente et pouvoir de bénéficier du meilleur des deux mondes. Donc on a 2 stratégies. On a une stratégie web to store et on a une approche aussi web in store. Donc le web to store, c'est assez simple. La première des choses, c'est ce qu'on appelle vulgairement le click and collect. C'est-à-dire vous prenez un produit sur internet, vous sélectionnez le mode de livraison et ce mode de livraison-là, vous avez la possibilité d'être livré en point de vente Morgane. Ça représente aujourd'hui plus de 40% des commandes internet. C'est très significatif. C'est très significatif. On est assez surpris d'ailleurs des résultats. Et je pense que pour donner, je ne sais pas, pas un conseil, parce que je ne pense pas qu'on soit forcément leader sur ce sujet-là, j'imagine que des collègues doivent avoir mis en place aussi des outils similaires, mais l'importance qu'on a voulu donner au projet est principalement au point de vente. On a voulu former, on a voulu communiquer beaucoup avec nos magasins, avec nos responsables régionaux, pour faire de ce projet un succès. On pouvait compter sur les équipes de Corben, sur les équipes techniques, les chefs de projet pour pouvoir mettre en place l'outil qui était en interne, mais l'équipe Morgane a aussi beaucoup formé pour permettre que finalement ça ne pose pas problème. Le cross-canal, c'est une solution, hein, c'est pas un souci. Donc c'est pas tout simplement une idée qu'on impose, mais tout simplement un levier que l'on met en place. Et donc sur les premiers éléments mis en place, comment je dirais, toutes ces nouveautés, ces innovations ont été apportées justement au point de vente? Il y avait des réunions, de la formation. Expliquez-nous un petit peu comment tout ça s'est passé en interne, parce que souvent c'est vrai qu'il y a un nombre de retailers qui se posent ces questions. Comment implémenter tout ça? Alors déjà, ça a été un projet qui a été porté par la direction et qui a été communiqué
point de vente via le retail. C'est-à-dire, ce n'est pas Internet qui a toqué à la porte pour dire attention, vous avez des colis qui arrivent, mais c'est vraiment la direction de Morgan qui a porté ce projet-là jusqu'à son exécution en point de vente. C'est vraiment très important parce que voilà, ça doit pas être c'est pas un projet informatique, c'est vraiment un projet d'entreprise. Voilà. Ensuite, derrière, définir ce que c'est qu'un projet d'entreprise, comment ça se décline dans une entreprise. Je pense que voilà, les auditeurs doivent savoir vraiment comment ça se passe, mais c'est sûr que ça change, ça bouleverse ce qui se passe en magasin. Et une petite clé, c'est que le click and collect, c'est une première phase du Web to Store. Mais il y a d'autres projets qui découlent, qui sont des projets qui apportent nettement plus de valeur au point de vente que le click and collect. Si vous pensez qu'au click and collect, vous voyez un peu comme si c'est du chiffre d'affaires qui est réalisé sur Internet et on laisse le sale boulot au point de vente. Mais derrière, lorsque vous commencez à faire des livraisons de produits réservés sur Internet, mais qui arrivent gratuitement au point de vente, la transaction est opérée sur le point de vente. Lorsque vous avez des personnes qui viennent en trafic suite à une réservation parce qu'on affiche du stock en temps réel sur le site de morgandetoile.com, ça ramène du trafic additionnel sur le point de vente. Lorsque vous mettez des tablettes dans un point de vente et vous présentez ce projet-là, le point de vente voit que la digitalisation, c'est pas la contrainte, c'est tout simplement déjà une logique, parce qu'on n'est non plus pas les premiers, mais je pense que tout le monde peut réfléchir et se dire que c'est juste naturel. Mais aussi ça aide. Alors, pas les premiers projets, mais tous les projets qui sont futurs sont des projets qui apporteront énormément de valeur au point de vente. Et alors donc quand il y a une réservation en ligne, il n'y a pas paiement en ligne ou c'est une option en fait? Alors le click and collect, vous payez en ligne. Hein. C'est juste que, bon, au lieu de se faire livrer par Chronopost, au lieu de se faire livrer sur un point relais, vous faites livrer dans un magasin Morgan. Ce qui permet de faire de l'upsell, mais en tout cas de reconnaître un point de vente. Et pourquoi pas découvrir la nouvelle collection lorsqu'on vient chercher le colis. Et si vous faites la réservation par téléphone, c'est pareil? Alors si vous faites la réservation par téléphone, non, parce que c'est l'immédiateté, c'est ce que moi j'appelle un peu l'achat d'impulsion. Sur Internet, c'est frustrant. Quand vous avez envie d'acheter quelque chose sur Internet, même si vous appelez Amazon et vous êtes capable d'être livré et que ça se compte en heures, bah, c'est quand même pas dans la minute. Alors que là, vous savez que vous prenez la voiture, vous pouvez aller récupérer vite le colis. Donc c'est vraiment un produit qui est donc en point de vente. Et si c'est un produit en point de vente, c'est payé en point de vente. C'est très important. Donc ça, c'est la première chose. Et sur la partie web in-store, le projet et la mise en place de tablettes, le projet est en cours. Pour l'instant, on ne peut pas donner de chiffres car on n'a pas de chiffres à fournir, mais c'est vraiment un projet qui est déployé à travers le groupe suivant différents tests, c'est-à-dire que chaque marque va tester différentes solutions, ce qui va permettre à la direction digitale du groupe de pouvoir réfléchir sur la solution à préconiser pour un déploiement global dans le groupe Beaumanoir. Alors il est sûr que, vous savez, vous allez dans un magasin, vous avez à peu près 14%, 15% de taux de transformation. Dans ce cadre, vous avez 85% des clientes qui sont aujourd'hui, qui ne vont pas acheter. Mais dans ces 85%, vous avez quand même à peu près la moitié qui connaît déjà Morgane, qui a déjà effectué un achat dans les 6 derniers mois. Donc on la connaît déjà. Quand elle va livrer en caisse, on va reconnaître le ticket, etc. Donc c'est ce reste, on va dire cette moitié qui nous reste, ces 40% qui nous restent, qui sont extrêmement intéressants pour nous. Ce sont des personnes qui viennent, qu'on ne connaît pas, qu'on n'a pas identifié car ils n'ont jamais acheté chez Morgane, ils n'ont jamais participé à quelques concours qui soient, et qui sont rentrés. Donc ils ont eu vraiment une approche, ils sont passés par les compteurs d'entrée, ils ont eu une expérience, ils sont repartis, et ben, on appelle ça du retargeting sur la partie web. Et ben, cette stratégie d'acquisition, c'est du retargeting online et c'est de la tablette en magasin sur la partie offline. D'accord ? D'accord. Donc ça c'est sur le projet d'acquisition. Et puis la tablette, si vous touchez la tablette d'une certaine façon, mot de passe, vous rentrez votre mot de passe et là vous avez toute l'offre de Morgane sur la tablette et cet outil est un outil d'aide à la vente. Très, très intéressant. Et alors, donc la notion de reconnaissance client, comment vous l'imaginez aujourd'hui ? Là, on la touche justement un peu du doigt. Est-ce que vous imaginez une reconnaissance client justement un peu plus aboutie en 2013-2014 ou une reconnaissance client qui va se faire à la demande, c'est-à-dire qu'il faudra qu'elle soit intentionnelle, la personne souhaite rester incognito ou devenir un peu VIP pour avoir peut-être, je sais pas, accès à d'autres collections. Est-ce qu'il y a des choses comme ça qui sont un petit peu imaginées ou pas ? L'identification, ça doit être une information qui doit servir à apporter de la valeur à la consommatrice. Du couponing,
du contenu très qualitatif, du contenu ludique, mais en tout cas, il est très important de ne pas voir l'acquisition d'un contact, d'un email et d'un SMS comme finalement une prise de contrôle. Donc tout est fait pour qu'on puisse derrière, sur le programme CRM et sur la reconnaissance globale de la consommatrice dans son parcours d'achat, utiliser vraiment ce contact-là afin de lui apporter quelque chose. Vous voyez, c'est très 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 important. Donc le processus il est très simple. C'est que c'est vrai qu'on veut identifier le plus rapidement possible parce que si je connais votre nom, je peux plus facilement vous dire bonjour Jérôme et vous allez préférer que je vous dise bonjour Jérôme que bonjour. Et voilà. Mais si c'est juste pour récupérer votre nom et comme ça je sais qui c'est que vous êtes et puis je peux faire quelque chose derrière. C'est pas comme ça qu'on voit aujourd'hui l'acquisition chez Morgan. Donc on est très très vigilant. On est très vigilant. On voit déjà, vous savez que l'acquisition est de plus en plus onéreuse. D'ailleurs, les coûts d'acquisition aux États-Unis ne sont absolument pas les mêmes des coûts d'acquisition en France. Les marchés matures nous ont montré que c'est de plus en plus cher d'acquérir du contact. Aujourd'hui, monter une base de données d'1 million de personnes pour quasiment rien, c'est très difficile. Et des modèles de distribution tels que Sephora, tels que Yves Rocher, nous ont montré à quel point le CRM, donc la gestion de la relation client et de la base de données, peut permettre de faire tourner tout un business. Voilà. Très bien. Donc Big Data oui, Big Brother non. C'est comme ça que vous rassurez les consommateurs. Oh, c'est beau, c'est très très beau. Celle-là, vous l'avez préparée, celle-là. J'essaie de résumer un peu votre discours. C'est très bien résumé. Mais la prochaine fois, je dirai que ça. Voilà, c'est ça. Bon, et alors revenons-en juste peut-être à quelques chiffres, justement. Est-ce qu'aujourd'hui, vous pouvez nous donner une idée de la part du digital? C'est un petit peu difficile, parce que le digital a bien des aspects, mais la part du digital dans le chiffre d'affaires aujourd'hui de Morgan? Oui, on est à 10% du chiffre d'affaires de Morgan, grâce principalement à notre présence sur les places de marché. Alors quand je dis place de marché, ce n'est pas les marketplaces, c'est la place de marché, c'est-à-dire des carrefours d'audience. On a mappé tous les types de distribution que l'on a dans le monde physique au niveau du monde digital, c'est-à-dire qu'on travaille en affiliation avec certains partenaires, on travaille en négoce avec d'autres partenaires. Vous pouvez en citer quelques-uns? Bien sûr, on travaille avec Brandalais, avec Zalando, avec les historiques qui sont bien sûr La Redoute et les Trois Suisses. On a des partenariats alors grands comptes. On essaie de travailler sur un développement vraiment international avec des partenaires tels que Amazon. C'est vraiment un accompagnement au quotidien pour faire déjà émerger la marque, car des marques comme Brandalais, comme Zalando, comme La Redoute, comme les Trois Suisses, comme Spartoo, comme Amazon ont une pléthore de marques sur le site et désirent bien sûr l'animer. On fait part de l'animation du réseau Morgan France et on accompagne sur l'animation de leur site. On essaye de... Voilà, c'est vraiment un partenariat. Il faut vraiment imaginer que digital ou monde physique, c'est la même chose et que quand vous avez un partenaire qui porte votre marque, il faut être derrière. D'accord. Et donc l'effet sur le trafic maintenant en point de vente, est-ce que là-dessus vous avez une idée un petit peu s'il y a eu vraiment une incidence de cette partie web qui est allée effectivement vers le point de vente? Vous avez pu la quantifier? Alors malheureusement, je n'ai pas de chiffres. Malheureusement, je n'ai pas de chiffres. Les seuls chiffres que je peux vous donner, c'est qu'aujourd'hui, on a 8 à 9 consommatrices sur 10 qui ont vu l'offre sur Internet avant de venir en point de vente. Donc ça, en revanche, il est sûr qu'une consommatrice d'une marque, quelle qu'elle soit, mais Morgan en tout cas c'est le cas, quand elle rentre dans un point de vente, n'est pas ignarde quant à la collection qui va être présentée, l'offre qui va être présentée. Je pense que l'exemple le plus flagrant, c'est l'automobile, où aujourd'hui vous avez des consommateurs qui rentrent chez les concessionnaires et qui ont déjà imprimé toute la configuration du véhicule. Alors, le vendeur qui avait l'habitude de présenter la voiture de droite, la voiture de gauche, d'exprimer et de faire un peu du category management voilà, allégé, se retrouve finalement à faire du pricing. Ils sont devenus des pricers. Et à faire des calculs de marge et de savoir comment est-ce qu'ils vont faire le meilleur bid avec la cliente. Voilà, donc on a une vraie transformation et d'autres technologies bouleversent également les points de vente. Voilà. Très bien. Et alors, maintenant parlons par exemple QR code, NFC, RFID. Est-ce que vous avez le sentiment que chacun peut avoir son usage et son intérêt ou vous misez plutôt sur l'un? Quel est votre sentiment là-dessus? Alors, ce sont des technologies, ce sont des techniques, ce sont des outils. Donc,
je pense qu'il est urgent que l'on parle d'objectifs. Si pour répondre à un objectif, il faut mettre du RFID ou s'il faut mettre du QR code, ben, on mettra du QR code pour répondre à ces objectifs. Le QR code est un lien hypertexte qui permet d'accéder à du contenu additionnel. Aujourd'hui, par exemple, on a un projet de mise en place de QR code sur les vitrines, afin, lorsque vous scannez un modèle en vitrine, vous avez le défilé sur votre mobile. Ce qu'on voit par exemple, ce que j'ai vu chez Yamaha Motors, où lorsque vous regardez une moto, vous scannez le QR code et vous avez sur votre téléphone la vidéo de la moto qui tourne sur circuit. C'est exactement la même chose, là vous avez un catwalk. Donc le QR code, on l'utilise beaucoup en communication digitale. Le RFID, c'est un bouleversement total de la gestion qui permet finalement au point de vente de se concentrer sur son véritable métier, la vente. Parce que, par exemple, vous saurez, grâce à ça, certaines collections qui sont essayées mais moins achetées que d'autres, par exemple, c'est un des usages. C'est effectivement un des usages, mais ce qu'il faut bien voir, c'est que un vendeur, on appelle ça un vendeur, mais un vendeur reçoit tous les jours des produits, des colis. Un vendeur, on va lui demander de calculer par exemple une démarque inconnue, c'est-à-dire le nombre de produits qui sont sortis du stock pour diverses raisons. Ça peut être le vol, des erreurs, voilà. Et donc il va passer son temps à compter, à intégrer, à réceptionner. Et ça, avec le RFID, une simple touchette permet, en l'espace de quelques mouvements, de compter la totalité des produits que vous avez en point de vente et en stock. Donc ce qu'on appelle les réceptions le matin seront faites très très rapidement. Et donc plutôt pour un usage donc interne au point de vente plutôt que vis-à-vis du consommateur. Alors. Tout à fait, tout à fait. Ensuite, bien sûr, il y a d'autres projets qui sont identifiés sur des projets plus marketing. Vous l'avez identifié vous-même à l'instant, le RFID en zone cabine. C'est une source, une mine d'idées pour les futurs créateurs d'entreprises. D'accord. Et si on revient juste un instant sur le click and collect, est-ce que vous pouvez nous dire aussi finalement toutes les implications pour l'entreprise? Parce que en tant que consommateur, on ne voit qu'un bout, si je puis dire, de la chaîne, mais il faut quand même informer en temps réel le point de vente, il faut que donc les stocks suivent. Quel est l'écosystème finalement du click and collect? Alors le click and collect est basé sur un stock qui est le stock web, et pas le stock magasin. Donc quelle que soit l'entreprise, vous définissez un stock web lorsque vous avez un site e-commerce. Donc rien ne change sur cette partie-là. C'est un process e-commerce. Sauf que votre process e-commerce, au lieu de mettre le colis à la poste, vous mettez le colis dans le colis qui comporte les autres produits qui sont à destination du point de vente. C'est donc extrêmement déjà écologique. Je sais que les points relais, d'une façon générale, revendiquent ce point qui est très juste, c'est-à-dire qu'on n'utilise pas une voiture juste pour un produit, un colis, voire quelques colis. On intègre cela au flux du magasin. Voilà. Ensuite, il est sûr que lorsque le colis arrive en point de vente, il faut le réceptionner. Donc l'enveloppe arrive, elle est réceptionnée, et la réception déclenche l'alerte auprès de la consommatrice pour lui dire « Votre colis est disponible dans ce point de vente avec l'adresse ». Et elle se rend sur le point de vente, elle récupère le colis, il est donc transmis à la consommatrice et voilà, elle peut le ramener chez elle, l'essayer en point de vente. Enfin, ensuite tout est ouvert. Bien sûr. Est-ce que vous avez constaté par exemple un taux d'achat complémentaire? Est-ce que vous faites des offres complémentaires à cette occasion? Est-ce que vous profitez finalement de la présence de cette personne dans le magasin? J'ai une réponse, je sais qu'il n'est pas forcément, non pas du tout, ce qui n'est pas forcément standard, c'est que oui, l'on profite du fait que la consommatrice arrive en point de vente, c'est sûr, c'est certain, c'est intéressant pour nous. En revanche, on est sur une autre histoire. Il était important pour nous, enfin une autre histoire par rapport à son cycle d'achat. C'est fini son cycle d'achat. L'histoire qu'elle a eue avec ce produit-là, qu'elle a vu, qu'elle a trouvé intéressant, qu'elle a trouvé attrayant, elle a passé du temps dessus, sur la fiche produit. Elle a dit « Oh, qu'est-ce que je vais le prendre, pas le prendre ?» Elle est peut-être allée voir la concurrence, elle est peut-être allée voir s'il n'était pas moins cher ailleurs. Finalement, elle dit « Allez, je me lance, allez, je paye, allez, j'y vais. » Elle a mis son code, sa carte bleue, elle a dit « Bon, en revanche, je vais me faire livrer sur un point de vente pour diverses raisons, mais souvent par facilité ou parce que également les frais de port sont gratuits, ce qui est quand même aussi un point qui est non négligeable. » L'histoire est finie. Elle a son produit, c'est bon, ensuite elle va l'ouvrir, elle va l'essayer, ça va être autre chose. Donc j'ai voulu que le process de réception soit le plus rapide possible et qu'on commence quelque chose d'autre. Donc pour moi, oui, il y a de l'upsell,
mais il y a de l'upsell avec une nouvelle histoire, comme s'il y avait une nouvelle consommatrice en point de vente. Elle est là, elle a acheté, mais elle a acheté hier, elle a acheté avant-hier. Je considère qu'une dame qui vient dans mon point de vente réceptionner un colis internet, c'est comme une nouvelle consommatrice qui était venue dans le magasin il y a 2 jours pour faire un achat. Je sais que ça peut être vu voilà, bizarrement, mais voilà, c'est la façon de voir. Et donc, bien sûr qu'il y a de l'upsell. Et je pense que si vous voulez avoir plus d'upsell possible, c'est justement de mettre en place cette stratégie très rapidement et très sèche de coupure entre l'achat effectué sur Internet et la nouvelle histoire en magasin. Très bien. Bah alors maintenant, si on élargit un tout petit peu le débat à l'omnicanal finalement, est-ce que vous pourriez nous dire quelle est votre vision à moyen terme de l'omnicanal? Comment vous voyez le retail finalement dans les années à venir? Il évolue fortement. La place d'Internet est à la fois disruptive, mais aussi très faible encore chez nous et chez pas mal de mes collègues. Quand vous voyez un marché aujourd'hui de la distribution Internet sur des click and mortar, donc je ne vous parle pas des ventes privées, des déstockeurs, etc., des showrooms, etc., c'est 3%, 4% du chiffre d'affaires. Aujourd'hui, dans un comité de direction, quand vous avez le directeur e-commerce qui vient et qui dit bon voilà, tel chiffre d'affaires sur Internet, très bien, mais on va peut-être un peu discuter des 96 autres % qui sont réalisés sur le réseau. Donc je pense que déjà, le business Internet va continuer à croître pour prendre une place plus importante par l'intégration du site et des sites dans le paysage de la marque, mais aussi dans le paysage Internet. La présence sur des places de marché qui sont réputées, qui génèrent du trafic aujourd'hui, il est sûr qu'elle est indispensable pour une marque. Se cantonner à son site de distribution, c'est se dire que tout le monde vient que chez soi et ne va pas chez les autres. Donc je pense qu'il va y avoir, je pense, un vrai développement des marques sur un peu toutes les places de marché. Donc ça va continuer, hein, ça existe déjà, mais ça va continuer à être opéré. Mais est-ce que les places de marché, du coup, ne deviennent pas une menace, d'une certaine manière aussi, puisqu'elles prennent de plus en plus de place? Un client irait finalement sur une place de marché et plus finalement directement vers la marque. Là, chacun voit midi à sa part là, sur cette approche-là. Personnellement, moi, la vision que j'ai sur ce point, et ça fait 3 ans que je la porte, et que, au contraire, je pense que ça nous enrichit, car ça nous focalise sur véritablement notre métier. Si le cross-canal a été poussé depuis 2 ans dans notre société, au groupe de Beaumanoir, ça a été justement parce qu'on a voulu laisser la place aux acteurs des places de marché et des distributeurs Internet. On s'est dit, pourquoi est-ce qu'on continue à distribuer sur Internet, chez nous, sur notre site de morgandetour.com, alors que nos partenaires le font si bien. Est-ce que j'ai les frais de port gratuits, moi, tout le temps, pour n'importe quel produit? J'ai les partenaires qui le font. Est-ce que je peux mettre un produit de chez Morgan, mais un produit d'autre marque dans mon panier? Chez Morgan, je ne peux pas le faire. Donc pourquoi est-ce qu'on viendrait chez moi? On vient chez moi pour plusieurs choses. On a un programme de fidélité, on a la possibilité d'avoir une véritable expérience Morgan, à la fois sur le point de vente physique et à la fois sur le site de morgandetour.com. On travaille sur le contenu. On apporte quand même, on a vraiment une présentation de la collection qui n'est pas une présentation de produits. Vous avez autour de vous des vestiaires, ce qu'on dit des vestiaires, vous avez des modules, vous avez des thématiques. Voilà, à nous de présenter notre offre. Et l'offre, c'est d'abord des histoires de mode. Et ces histoires de mode, elles sont dans un monde virtuel, dans un monde physique, autour d'une consommatrice qui va être reconnue, quel que soit son parcours d'achat, chez Morgan. Voilà. Les distributeurs font de même, ils ont leur carte de réduction, ils ont leur couponing, mais c'est leurs histoires à eux. Nous, on a la nôtre. Je pense que les consommatrices qui ont envie de nous écouter viennent nous voir. Celles qui veulent écouter nos partenaires vont les voir, et à nous de gérer toutes les histoires dans le cadre de notre distribution multicanal. C'est parfait. Alors pour finir peut-être cette interview, quelques questions un peu plus personnelles. Est-ce qu'il y a peut-être un magasin ou une app, quelque chose que vous aimiez nous recommander, ou vous utilisez, ou un magasin où vous allez? Voilà. Le magasin Morgan des Champs-Élysées. Voilà. Et alors en dehors de Morgan, puisque nous ne sommes pas que les marques que nous portons finalement. Non mais je pense que indéniablement les Apple Store sont des références en termes de retail. J'ai eu la chance d'avoir une présentation chez Apple de leur stratégie retail. Je pense que voilà, tout comme au niveau du produit, et j'ai une vie antérieure justement dans ces produits technologiques, je pense que c'est une marque qui nous a montré beaucoup de choses au niveau du produit en tant que tel, mais également sur la distribution. Suivre un vendeur Apple est très intéressant pour voir un peu comment la distribution sur d'autres secteurs d'activité va évoluer. Voilà.
Très bien. Bon, et alors, est-ce qu'il y aurait éventuellement une idée ou une innovation que vous n'avez pas forcément faite et que vous auriez aimé inventer, créer par vous-même? Je pense que des idées, on en a tous. Donc ça, c'est sûr. Ce qui m'impressionne plutôt, c'est comment c'est la transformation des idées. Je pense qu'on a tous les mêmes idées. On vient de faire une interview là, qui a duré un certain temps et je pense que les auditeurs je pense que j'ai rien inventé véritablement. Et sur certains projets, on a mis en place. Je pense que d'autres collègues ont mis en place d'autres choses. Moi, ce qui m'impressionne plus, c'est des idées formidables qui sont devenues réalité et qui ont été, comme on dit, populées très très rapidement à travers le monde. J'ai un exemple que je trouve exceptionnel, c'est Shazam. Je trouve l'idée de Shazam extraordinaire. Se dire, on entend quelque chose, tiens, qu'est-ce que c'est? La solution mobile, elle est juste parfaite pour pouvoir répondre à ça. Ça a été implanté extrêmement rapidement. Tout le monde l'a mis sur son iPhone. Je pense que si on demande, on prend un iPhone, on ouvre, je pense que tout le monde a Shazam. Alors le business model, on ne va pas en parler, c'est pas le sujet du jour. Mais en tout cas, c'est une idée formidable qui a été transformée très rapidement et qui fait du plaisir, qui fait plaisir à tant de monde aujourd'hui. Voilà. C'est vrai. Et alors vous, Frédéric, vous voyez comment en 2020 justement? Vivant. Vivant comme vous l'êtes aujourd'hui? Là, je ne sais pas du tout. Je ne vais pas vous répondre. J'espère en tout cas que j'aurai autant de plaisir à travailler et voilà, échanger avec vous et à parler sur l'avenir. J'espère que je serai toujours aussi vivant pour vous interviewer. Exactement. Voilà. Voilà. Merci beaucoup, Frédéric. Merci beaucoup, Jérôme. À bientôt. À bientôt.